Donc Pierre Barkny d'Alliance Partners, Thomas Coaillet de Nutri7, Christophe Gamet de L'Oréal, Syrah de cabinet Placero, et puis nous avons Pierre Caillé qui va, d'une main de maître, diriger les débats. Je vous laisse la place. Cette table ronde a pour objet, on va dire, la résilience de nos entreprises au regard de la crise que nous traversons. Nous allons aborder ce sujet sous la forme de retours d'expériences, on va dire, très différents les uns des autres, et sous un angle, on va dire, temporel, avec une approche avant crise, pendant la crise, et puis après la crise, si on est optimiste. Voilà, donc pour le coup, on va commencer cette table ronde avec Thomas. Donc Thomas, chez Nutri7. Première question, en quoi vos actifs immatériels ont-ils été indispensables pour affronter cette crise que nous traversons encore aujourd'hui, malheureusement? Bonjour Pierre. Merci d'abord à l'Observatoire de l'invitation et de me permettre de témoigner. Alors, juste pour placer dans le contexte, je dirige une entreprise agroalimentaire, Nutri7. On est entre la PME et l'ETI, et on est un actionnariat 100% familial. Ça a de l'importance pour la suite. On est la veille du 17 mars 2020, et si je dois me replonger dans ce qui préexistait chez Nutri7 à la veille de la crise et qui nous a permis de tenir dans la durée. Alors, bien évidemment, on peut parler du capital humain, c'est évident, mais il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister, deux éléments vraiment très importants. Le premier, l'organisation, et le deuxième, l'actionnariat. Je reviendrai après sur l'actionnariat, mais l'organisation, alors, quand je parle d'organisation, je parle bien sûr de processus, de PCA, de plan de continuité d'activité, de système documentaire, de système d'information. Alors, pour ceux qui sont dans des grands groupes, ça peut paraître tout à fait naturel, mais croyez-moi, dans une PME, c'est loin d'être la régularité. Et j'ai beaucoup de PME autour de moi, des fournisseurs, des clients, qui n'avaient pas travaillé véritablement leur organisation et qui se sont trouvés largement dépourvus quand la crise est arrivée. Pourquoi on a fait la différence chez Nutri7 ? Parce que c'est lié à notre domaine d'activité. On a une entreprise agroalimentaire qui est intervenant à 100% sur l'aide humanitaire et pour beaucoup l'aide humanitaire d'urgence. Donc on est tout le temps en gestion de crise. Et heureusement qu'on avait cette organisation-là, heureusement que on a su mettre en place nos effectifs, parce que sinon on aurait très certainement perdu notre activité et perdu la plupart de nos actifs immatériels. J'y reviendrai juste après. Et du coup, c'est aussi un témoignage que je fais pour l'ensemble des PME qui délaissent cette partie de l'immatériel pour se consacrer à leur opérationnel. Il faut absolument travailler cette tranche d'actifs-là. La structuration des organisations, ça fait un peu peur, c'est des fois un peu lourd, encore une fois pour des PME, mais c'est essentiel. La gestion de crise, il y a des formations. Aujourd'hui, il est essentiel que les dirigeants puissent les suivre. Avoir un plan de continuité d'activité, c'est essentiel aujourd'hui. Et c'est vraiment un des points qui nous a permis de tenir sur cette crise-là. Le 17 mars, après les premières annonces, en quelques heures, nous étions organisés. C'est une organisation qui a tenu jusqu'à la fin du deuxième confinement. Donc, effectivement, par cette organisation, on s'en est bien sorti. Le deuxième élément qui me paraît important et qui préexistait le 17 mars et qui a fait la différence, c'est notre actionnariat. La typologie de notre actionnariat. On parle souvent dans les actifs immatériels de la typologie de l'actionnariat, des actionnariats sur le temps court, sur le temps long. On a la chance d'avoir un actionnariat 100% familial. Actionnariat qui, dès le début, dans les 15 jours qui ont suivi le mois de mars, a pris des décisions radicales en revoyant les objectifs qui nous étaient fixés, à nous, dirigeants de l'entreprise, revoir les plans de financement pour financer l'opérationnel, revoir le versement de dividendes pour financer la trésorerie, et qui globalement, très rapidement, nous ont fait confiance et nous ont laissé gérer l'ensemble de l'opérationnel
sans être sur notre dos en permanence. Donc bon, on choisit pas nécessairement son actionnariat, mais je peux en témoigner, ça nous a plutôt appris, ça nous a permis effectivement de gérer la crise. Donc voilà, pour moi, l'organisation et l'actionnariat ont été des éléments clés de l'immatériel pour gérer cette crise. Donc, capital structurel, organisationnel, capital actionnaire. Au-delà de cette capacité à affronter un état de crise que vous connaissez bien puisqu'il fait partie de votre métier, est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui que ça vous a permis de vous démarquer par rapport à la concurrence, ce contexte de crise traversée? Oui, clairement. La façon dont est organisée l'entreprise, mais surtout en fait son environnement, le fait qu'on ait été une entreprise, et qu'on le soit toujours d'ailleurs, de droit français établi sur le territoire français, nous a clairement permis de faire la différence. Alors pour une raison globale, et je viens ici vanter la chance qu'on a eue de pouvoir compter sur des politiques publiques. Alors certains pourront critiquer ce qui a été fait, mais néanmoins, pour les entreprises, et pour une entreprise comme la mienne, ça a clairement permis de faire la différence avec mes concurrents qui, eux, sont tous situés à l'international et dans des pays pour lesquels les politiques publiques n'ont pas été aussi efficaces que les nôtres. Bon, deux choses que tout le monde connaît ici. Les mesures de chômage partiel, qui nous ont clairement aidés quand on a eu des périodes vraiment difficiles à pouvoir maintenir nos salariés. On n'a pas perdu un seul salarié et tous nos salariés n'ont pas perdu 1 euro de pouvoir d'achat. Grâce notamment à ces mesures étatiques. Mais derrière, c'est quoi? C'est le fait que, on a globalement personne qui a souffert dans l'entreprise, psychologiquement, bien sûr, ça a été dur, mais économiquement, personne n'a souffert, et surtout, on a gardé tous nos effectifs. J'ai pas une personne qui est partie de l'entreprise pendant la crise. Et c'est essentiel. J'ai gardé l'ensemble de mes effectifs pendant la crise, je les ai toujours après la crise, je peux rebondir après la crise, j'ai perdu aucune compétence, j'ai perdu aucun savoir-faire. Et ça, c'est pas lié uniquement à ce que je disais avant de l'organisation et de l'actionnariat. On a aussi eu des politiques publiques qui nous ont permis de maintenir notre activité. Et quand je parle de la mienne, c'est aussi ceux de mes fournisseurs. J'ai pas un fournisseur qui m'a fait défaut, j'ai pas un logisticien qui m'a fait défaut. Et ça, c'était essentiel. Si je regarde, par contre, le paysage de mes concurrents, c'est pas du tout la même chose. J'ai des concurrents en Afrique du Sud. Les mesures, et j'ai suivi ça de près, les mesures de l'État sud-africain n'étaient pas du tout les mêmes. Et j'ai un concurrent aujourd'hui qui est au bord du dépôt de bilan parce que il y avait un lockdown complet sur certaines périodes très fortes de contamination et ils n'ont pas pu ouvrir leur site, ils n'ont pas pu ouvrir leur usine. Ils ont perdu des marchés. J'en ai gagné. C'était le cas aussi en Inde, c'est le cas aussi aux États-Unis. Donc clairement, le fait de pouvoir produire et maintenir une activité économique en France a été un atout sur mon marché. Très bien. Merci. Christophe, de chez L'Oréal. Petite question, toujours dans la continuité. Finalement, quels sont pour vous les actifs immatériels qui se sont révélés les plus précieux à l'entrée dans cette période un peu compliquée? Merci pour la question. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense que chez L'Oréal, d'abord, on est un peu plus qu'une ETI, effectivement, en termes de taille. On était assez bien équipé en termes de plan de continuité, gestion de crise, etc. Mais enfin, néanmoins, on a quand même été, comme tout le monde, un petit peu pris de court par la décision de mi-mars. Ceci étant, on s'y était quand même relativement bien préparé parce que, enfin, on est dans une approche de symétrie des attentions. On avait été très proche de la Chine pendant les 3 mois précédents, qui avait vécu exactement le même type de problématique. Tout a été basculé en off pratiquement du jour au lendemain. On les a beaucoup aidés et ensuite c'est leur retour d'expérience qui nous a beaucoup aidés. Alors je ne sais pas si le fait d'avoir un actionnariat familial aussi chez L'Oréal qui est majoritaire nous a aidés, peut-être sans doute sur la pression vis-à-vis des actionnaires. En tout état de cause, les mesures principales qui ont été prises chez L'Oréal
Ça a d'abord été vis-à-vis des collaborateurs. Je crois que c'est le plus important, c'est les hommes, avec des programmes, je dirais vis-à-vis d'eux, immédiatement mis en place, d'attention, de suivi. On a eu très très peu de décrochage. Également des programmes de solidarité vis-à-vis des collaborateurs qui continuent à travailler parce que nos usines n'ont jamais arrêté, nos centrales de distribution non plus. Donc voilà. Donc notre première préoccupation, ça a été de garder la proximité, le lien avec les collaborateurs, et on a réussi en 2 ou 3 semaines, par exemple, d'abord à créer des nouveaux modes rituels, des modes de management, et à créer tout un programme online, de learning. On a eu tous nos programmes de formation qui étaient pratiquement offline, en tout cas à 80%, et ils sont passés, ils restent d'ailleurs à pratiquement 70-80% en ligne. Donc on a complètement basculé notre modèle voilà, de suivi, d'accompagnement des managers et des collaborateurs, et ça de façon extrêmement rapide. Donc on a eu beaucoup d'agilité. Ensuite, le deuxième élément, ça a été l'adaptation et la conversion très rapide aussi de notre gouvernance des modes de décision qui se sont adaptés extrêmement vite. Alors, L'Oréal est une entreprise organique, donc ce qui a quelques inconvénients en termes de process et parfois d'organisation, mais qui a cette vertu en période de crise sur la capacité d'agilité et d'adaptation de l'organisation, parce qu'on repose essentiellement sur les hommes. Donc ça nous a permis également voilà, de réadapter très très vite notre mode de relation avec les collaborateurs, le mode de décision. On a révisé très très vite la chaîne de valeur et de décision. Donc ça a été aussi un autre facteur très important. Et troisième élément, on pense que la vraie valeur de L'Oréal repose bien entendu sur les résultats économiques, mais surtout sur ses valeurs. Et donc on a travaillé aussi en parallèle sur nos programmes de RSE et de raison d'être, qui ont été accélérés pendant cette période, qui sont sortis d'ailleurs au printemps 2020, avec des éléments financiers, évidemment, des donations de plusieurs centaines de millions d'euros vis-à-vis de causes comme les femmes défavorisées, la protection de la planète, etc. Mais on a également, sur la raison d'être de L'Oréal, pu cristalliser ce qui était déjà en germe et accélérer ce contenu qui a été extrêmement important aussi vis-à-vis des collaborateurs, et sans doute de notre écosystème. Et sur l'écosystème, on a bien vu aussi, je dirais, la résilience de nos actifs immatériels, puisqu'en sortie de crise, on a pu mesurer de façon plus concrète et monétaire, je dirais, tous les effets de ce qu'on a mis en place en interne chez L'Oréal pendant cette gestion de crise. Voilà. On n'a bien entendu bénéficié d'aucune aide publique. Hein. Je crois que c'est évident, compte tenu de notre capacité de trésorerie. Donc oui, alors pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, donc vous avez mis en place un certain nombre d'actions pour sécuriser vos collaborateurs, protéger vos actifs, vos clients, vos partenaires, donc internes, externes, plus de flexibilité, d'agilité dans l'organisation, un travail sur la raison d'être. Ouais. Et tout ça, pourquoi ? Quel a été finalement l'impact avec le recul que l'on a aujourd'hui ? Peut-être pas suffisant du reste pour tirer un trait, mais peut-être qu'aujourd'hui vous pouvez déjà avoir quelques retours sur ces investissements passés dans cette période compliquée. Non, alors, vous avez entièrement raison, on n'a pas encore assez de recul en tout cas pour valoriser l'ensemble des actifs immatériels qui ont été mobilisés. Bon, néanmoins, alors c'est pas un actif immatériel, mais quand même, on regarde quand même aussi la valorisation de l'action, parce que in fine, la output, c'est quand même satisfaire aussi nos investisseurs et nos actionnaires. Donc, ce qui a été quand même assez remarquable, c'est qu'en sortie de crise immédiate, l'action a été à un niveau supérieur à celle qu'elle était en entrée de crise, si je puis dire. Mais je pense que le plus important, ça a été en interne, vis-à-vis de nos collaborateurs et la façon dont ils ont perçu et reconnu les efforts qu'on avait fait vis-à-vis d'eux en termes d'attention, en termes de programme, et puis vis-à-vis aussi de notre écosystème, nos clients, nos fournisseurs, tous nos distributeurs, qu'on a extrêmement aidés, soutenus, et qui nous l'ont, je pense aussi, bien rendu. Et derrière, on a eu, de façon plus factuelle et concrète, évidemment, des gains de part de marché, et puis l'accélération notamment de notre e-commerce, qui a explosé. Alors, pas uniquement grâce à notre politique de soutien et d'aide vis-à-vis de notre écosystème, mais je pense que ça a été des actions évidemment volontaristes sur le plan, on va dire, business pur, mais également quand même des actions vis-à-vis de notre écosystème qui a été des actions qui ont été extrêmement bien perçues par
nos consommateurs et puis l'ensemble de la chaîne de valeur du groupe. Vous avez eu l'occasion de mesurer ça sous la forme d'enquête auprès Alors, de enquête d'opinion interne, oui, bien entendu. Donc, le niveau d'engagement des collaborateurs chez L'Oréal est mesuré tous les ans avec des enquêtes très structurées. Donc là, on a vu effectivement les ratios augmenter et s'améliorer très très nettement. Et puis bon, après c'est effectivement des indicateurs un petit peu plus économiques vis-à-vis de la valorisation d'un certain nombre de ratios de l'entreprise qui nous ont permis aussi de valoriser ces éléments liés aux actifs immatériels. Vous trouvez un climat changé dans l'entreprise depuis cette crise? Comment? Alors, on a essayé de réinventer un peu, je dirais, le lien social avec nos collaborateurs à travers des accords de télétravail, etc. Bon, on n'a pas été extrêmement innovant puisqu'on accorde 2 jours par semaine, mais c'est pas seulement les 2 jours, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la façon dont on le contextualise, où on explique exactement pourquoi est-ce qu'on va dans cette direction-là et à quoi ça correspond aux valeurs de L'Oréal et à notre engagement, et à l'ensemble, je dirais, des éléments de notre politique ressources humaines et sociales. Et donc ça, on a énormément communiqué, expliqué. Il y a eu beaucoup de pédagogie autour de ça dans le groupe. Et je pense que, après peut-être un premier effet un peu déceptif de la part des collaborateurs quand ils ont vu qu'on n'accordait que 2 jours de télétravail par semaine, finalement, on a réussi à trouver les bons leviers en termes d'engagement et puis de reconnaissance de la part des collaborateurs sur ce qu'on avait fait, mais également sur la philosophie du groupe et notre culture, et qu'est-ce qu'on a derrière en termes de valeurs et de fondamentaux, derrière tous ces accords de télétravail. Mais bon, c'est en cours, hein, les choses sont pas du tout achevées. On a passé des accords pour 1 an au niveau France et puis au niveau international. On va refaire le point à l'automne prochain et on verra comment on va s'adapter et s'ajuster par rapport aussi au marché du travail pour être compétitif et rester vis-à-vis de nos collaborateurs dans un esprit de partage, d'écoute, mais également de très forte solidarité. Merci Christophe. On va aborder le sujet sous l'angle de l'après-crise, même si on va le dire quand même, après-crise. Pour Saïra qui va nous donner un retour d'expérience concernant sa société, donc Placero. Première question, comment est-ce que vous avez réussi ou pas le retour de vos collaborateurs au bureau? Premièrement, juste pour aussi donner un peu de contexte, parce que Placero IP n'est pas L'Oréal. Placero IP, c'est un cabinet de conseil en propriété industrielle. Et donc, on a cette particularité, en fait, de protéger les actifs immatériels de nos clients, enfin, des actifs immatériels comme les brevets, les marques, les modèles, les noms de domaine. Et notre plus grande asset, enfin, c'est nos actifs immatériels, c'est-à-dire nos équipes. Hein. Donc, je trouve ça rigolo, intéressant de parler de ça. Maintenant, quand on avait préparé cette table ronde, on s'est dit qu'on allait parler de avant, pendant et après crise, parce qu'on espérait qu'on était après. Et puis, vous avez tous vu l'actualité. Bon, on n'est pas tellement dans l'après. Donc, Placero, comme tout le monde, a été, je dirais, on a tous été pris de court. Hein. Enfin, je pense que personne s'imaginait que le 17 mars, on allait fermer les locaux, dire à tout le monde maintenant tu travailles de chez toi. Enfin, c'est pas grave, les enfants sont là, en train de jouer. On l'a fait. Ça s'est très bien passé. Je touche du bois, n'est-ce pas? Et il faut tout de même se projeter dans le monde d'après. Donc, déjà, quand ça s'est bien passé pendant une période de crise comme ça, on est plus fort, on est plus résilient, on est plus innovant. Nous, avant la Covid, on pensait qu'on était très avancé parce qu'on permettait à tout notre personnel de prendre 1 jour de télétravail toutes les 2 semaines. Bon, on était un peu ridicule après, hein, il faut dire. Mais l'importance en fait de cette période, c'était de voir le champ des possibles. Et chez nous,
étant donné que notre travail est essentiellement intellectuel, hein, on ne produit pas des nail polish, lipstick, etc. Enfin, on produit le jus de cervelle. Et ça se fait partout. On avait des idées reçues, on disait ah mais les paralegals, bon, elles vont pas pouvoir facturer, elles vont pas pouvoir. Je dis elles, il y a des garçons aussi, donc ils vont pas pouvoir facturer. Enfin, tout le monde a pu, tout le monde a travaillé, tout le monde a très bien géré aussi parce que on avait de la part aussi des associés. Hein, on a un actionnariat pas familial mais personnel et engagé. Et je pense que c'est ça l'importance. Aussi pendant ces périodes-là, c'est l'implication qu'on met. Donc, on a également payé tout le monde, on n'a pas pris nos dividendes, etc. Enfin, ce qui est tout à fait normal et on est très content de l'avoir fait. Maintenant, la boule de cristal, je ne l'ai pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place ce qu'on a appelé un projet pilote au mois de septembre qui devait durer jusqu'au 31 décembre pour permettre à chaque employé de donner ses souhaits de télétravail. Donc, il n'y avait aucune obligation de présentiel, etc. Et si le travail de la personne pouvait se faire en accord avec le manager de proximité en distanciel, on acceptait. Donc, c'est ce qu'on a mis en place jusqu'à la semaine dernière où on a interrompu notre projet pilote pour permettre aux personnes qui ne se sentaient pas confortables de venir au bureau, puisqu'elles prennent les transports en commun, etc. Donc, on a interrompu le projet pilote, mais on est sur un groupe de travail pour mettre en place notre charte de télétravail de demain. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre des jours en présentiel obligatoires ou pas? Aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'on est en train de travailler là-dessus. Personnellement, je trouve qu'on a un tel engagement de la part des personnes qui travaillent chez nous que moi j'ai envie de faire confiance. Mais après, le lien social, le lien avec l'entreprise, est-ce que ça s'étiole au fil du temps? Est-ce qu'il faut pas imaginer des choses encore pour le garder? L'avenir nous le dira. On travaille dessus. Je pense qu'on est tous dans la même situation. Et après étude des besoins de vos collaborateurs, il y a une tendance qui se dégage, c'est-à-dire que vos collaborateurs, ils ont tendance à dire on voudrait être à 100% en télétravail, 80%, 50%. C'est quoi l'ordre du... C'est une question intéressante et pas facile à répondre. Après, si on regarde au niveau des averages, c'est 2 à 3 jours de télétravail par semaine pour la plupart des personnes. On a également un peu les extrêmes, des personnes qui souhaitent absolument revenir au bureau 5 jours sur 5. On a eu ça pendant le confinement d'ailleurs, le premier confinement, où on a en fait permis à un nombre très restreint de personnes de revenir, mais parce que c'était des personnes en difficulté psychologique intense. Donc, on a été obligé également un peu tordre nos règles. On n'était pas super confortable, mais on ne peut pas non plus ne pas écouter la détresse de quelqu'un. Donc, de manière globale, c'est 2 à 3 jours sur place. N'empêche qu'il y a des personnes, je pense, qui seraient très très contents de ne jamais revenir et qui sont toujours aussi engagés dans l'entreprise. Parce que il y a des personnes qui ont pris ça un peu. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit mais il y a quelqu'un de mon équipe, elle veut pas revenir. Moi, je dis mais comment tu sens en fait l'engagement de la personne? Est-ce que c'est une personne qui est décrocheur? Je ne sais pas. Non, pas du tout. Le travail est très bien fait. Je dis ok, mais au-delà du travail bien fait, comment on sent la personne? Ah, mais on est en Teams tout le temps. La personne met sa caméra. Il n'y a jamais de difficulté. En milieu d'après-midi, on n'a pas de difficulté à la trouver. Moi, j'ai envie de dire tout va bien. Okay.
Donc, j'ai bien compris que si vous aviez quelque part réussi cette transition du travail en distanciel, c'est que quelque part, il avait été travaillé en amont, même si c'était de manière très Alors, restreinte. de manière très modeste, hein, parce que, encore une fois, on n'est pas L'Oréal. On parlait tout à l'heure, la première fois que Placero a eu une crise, c'était en 2006, quand l'immeuble s'est effondré et on n'avait pas de plan de continuation d'activité. Et après ça, on s'est dit, bon, il va falloir peut-être qu'on s'y mette. Et donc, on s'y est mis. Et donc, on avait notre plan de continuation d'activité. Et puis, comme on discutait hier, les grèves sont passées par là. Donc, le personnel était équipé avec les outils de travail, heureusement, parce que entre le 16 mars et le 17 mars, il a fallu que tout le monde vienne au bureau, tout le monde cherche son ordinateur, tout le monde rentre avec le tout. Et puis, on n'est pas revenu, nous, avant le 15 juin. Donc, effectivement, on était à peu près préparés, mais je pense que ce qui était vraiment central chez nous, c'était l'attitude de chacun. Donc, en fait, c'est là où, quand je dis les actifs immatériels sont absolument cruciales pour nous, c'est l'attitude du personnel, l'attitude aussi de la direction. Je pense que c'était un travail en co-construction qu'on a fait avec nos partenaires sociaux aussi. On n'a jamais arrêté de discuter de comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit permettre, qu'est-ce qu'on ne doit pas permettre. Parce que c'est dur de dire non, vous ne pouvez pas venir au bureau. Ça, c'était la chose la plus dure qu'on a eu à faire. Donc la crise, quelque part, vous a rendu peut-être encore plus centré sur l'humain que vous ne l'étiez avant, et ça a créé un esprit d'équipe. On a 5 valeurs chez Placero et l'humain, c'est notre valeur centrale. Alors maintenant, il y a des gens qui vont dire que l'humain, c'est pas une valeur, mais chez nous, ça en est une. Et en fait, la crise a démontré l'acuité en fait de cette connexion en fait humaine. Et en ça, c'était bien. Expérience donc. Et en termes de conséquences sur les relations dans l'entreprise. Donc, j'ai fait un petit peu allusion tout à l'heure. Je pense qu'on a vraiment acquis une confiance encore plus importante les uns dans les autres. Ça nous a mis dans des situations un peu ubuesques parce qu'on est rentré dans la vie privée des gens comme jamais. D'ailleurs, comme c'était jamais permissible. Enfin, on pouvait pas demander à quelqu'un. Mais tu fais quoi là aujourd'hui entre 10h et midi? Bon, il y en a qui amenaient les enfants à l'école ou qui repartaient avec eux. Enfin, on voyait les enfants en Zoom, en Teams, etc. Enfin, évidemment, ou les animaux de compagnie, ou les époux, épouses, etc. C'est vrai qu'on est rentré dans une intimité un peu forcée, et c'était important aussi de garder un équilibre par rapport à ça, par rapport au confort relatif de tout un chacun. Mais ce qu'on a gagné, c'est une confiance vraiment encore plus importante que ce qu'on avait avant. Vous diriez que vous avez créé un esprit de corps comme à l'armée, à ce niveau-là? Alors moi, je ne suis pas du tout armée, je suis désolée. Je sais que c'est important et c'est nécessaire, mais bon, peut-être aussi parce que je suis une femme, mais on le dit plus ça. Dans une situation de crise que certains comparent à une guerre, est-ce que vous pourriez aller jusque-là dans l'entreprise, c'est-à-dire que certains se mettent en danger Il y avait et il y a toujours cette unité de purpose. En fait, on a tous envie d'aider nos clients. Je vous donne un exemple d'une autre crise. Le 15 juin 2016, quand on n'avait plus 2006, pardon, on n'avait plus de bureau. J'ai appelé une collaboratrice à 8h du matin. J'ai dit, il faut pas venir au bureau, il n'y a plus de bureau. Et elle m'a dit, est-ce que quelqu'un est mort? J'ai dit non. Et elle a dit, est-ce que les dossiers sont sains et saufs? Et là, c'est exactement la même chose. C'est quand est-ce que je peux travailler, comment je peux faire pour que tout se passe bien pour les clients. Et c'est vrai que ça, c'était très, très appréciable et apprécié.
Merci Kaya. Pierre, pour Alliance Partners. Petite question sur le temps et l'espace. Ça peut paraître lointain tout ça, mais finalement, comment la mobilisation de vos actifs immatériels vous ont-ils permis de répondre au long terme de la crise, au temps long de la crise, voire même de repenser la gouvernance du temps dans votre structure? Je dirais que la pandémie, c'est d'abord pour nous l'expression la plus manifeste qu'on évolue dans un monde très VUCA, entre guillemets, donc volatile, incertain, complexe, ambigu, tout ça. Pour une compagnie d'assurance comme la nôtre, qui est censée maîtriser le risque, c'est un exercice un peu délicat. Ça le reste encore. Et donc, je pense que les actifs immatériels, en fait, ils se sont révélés extrêmement précieux pour nous aider à réorienter un petit peu nos priorités. Et là-dessus, voilà, d'un point de vue du capital humain, tout d'abord, c'est de se dire comment on passe d'un mode, je dirais, d'engagement dans l'urgence, où on voit bien que ça se cristallise autour d'une forme de sidération, à de la mobilisation sur le long terme. Et ça, c'est pour moi l'un des facteurs les plus déterminants. C'est peut-être aux grandes dames de certains pros du Lean, c'est de réinventer ou en tout cas de remuscler le management de proximité, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est extrêmement précieux de savoir doser, jauger, sentir l'intimité dans laquelle je passe et s'arrêter au bon moment. Tout ça parce que finalement l'engagement il se décrète pas. On le convoque, on l'évoque, parfois on le sublime, on se met à genoux pour l'avoir, mais on ne peut faire que ça. Chez un collaborateur, il le donne s'il veut. Ça n'est pas du transactionnel. Et dès lors que ça n'est pas du transactionnel, comment je fais lorsque je suis à la fois dans le temps et dans l'espace, mis sur pause un petit peu, virtualisé, donc sans contact. Et ça, c'est une vraie gageure. Et ça, je pense que l'un des leviers tourne autour de la reconnaissance. C'est-à-dire la reconnaissance de la personne tout d'abord, mais tout ce qui constitue la personne. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que je suis en train de garder des enfants? Est-ce que j'ai des animaux? Est-ce que je suis loin de mes parents? Est-ce que je suis aidant, pas aidant, etc. Et toute cette notion qui était finalement très éloignée du management au quotidien s'est révélée ultra précieuse. Et donc là-dessus, je pense qu'on a vraiment pivoté d'un command and control assez exigeant sur un métier de plateforme à quelque chose de plus fin, peut-être un peu moins, je dirais caricatural dans le management, et vraisemblablement qui prend toutes les facettes de la reconnaissance. Donc de la personne, certes ses résultats, bien entendu, mais aussi son investissement, c'est-à-dire quel est l'effort qu'elle fait. On peut tous produire les mêmes résultats, mais on sait bien que tout le monde n'y investit pas le même effort pour y parvenir. Et l'effort, ça compte, et ça comptera dans la durée. Et ça compte dans la fidélité. On sait que sur l'Île-de-France, par exemple, on a des soucis de recrutement sur toutes les professions. C'est majeur. Pour moi, c'est clé. Et dans les pratiques de travail, investir des actifs immatériels dans les pratiques de travail, c'est clé pour moi. Deuxième peut-être aspect, c'est l'aspect organisationnel. C'est aussi pour articuler cette notion de temps et d'espace. C'était comment rendre l'agilité qui a été nécessaire dans une organisation qui est un peu étoffée, on va dire, puisque c'est à la fois une compagnie d'assurance, donc la première marque d'assurance au monde, qui compte 144 000 collaborateurs à travers le monde, mais aussi une compagnie d'assistance,
et c'est dans celle-là que j'opère en France, donc 1800 collaborateurs sur le territoire. Et là-dessus, c'est de se dire comment passe-t-on d'une agilité presque un petit peu subie par la pandémie à quelque chose qui est soit une structure véritablement résiliente, mais qui capitalise sur ce qu'on a gagné par rapport à la pandémie. Alors la pandémie, ça a apporté quoi dans l'exercice de la gouvernance? C'est essentiellement de la verticalité. En gros, tout le monde ne se mêle pas de tout. Donc ça suppose, ce que tu disais tout à l'heure, c'est de la confiance. Je ne vais pas me mêler systématiquement de tout. Donc on se fait confiance. Mais cette verticalité, comment on la capitalise? Nous, on l'a capitalisée plutôt par ligne de business, et donc on a investi dans nos écosystèmes de lignes de business de l'actif immatériel. Alors, essentiellement tourné désormais sur une gouvernance plus majeure, peut-être pour une compagnie d'assurance que d'autres, c'est la data, la gouvernance de la donnée, et véritablement, on voit bien que au travers de la pandémie, les données sont clés. Et ça, c'est un point majeur. Enfin, troisième peut-être actif. Ouais. Bon. Le relationnel, le micro n'a pas aimé. Et moi, je dirais que d'un point de vue relationnel, c'est comment on passait d'un besoin de sécurité au départ vis-à-vis de nos collaborateurs et vis-à-vis de l'institution à un environnement plus ouvert, donc une forme de réouverture où les innovations viennent renforcer notre capital de marque. Et là-dessus, on a eu beaucoup d'enjeux, et l'un d'entre eux, qui me semble assez, sur lequel on reviendra pas, mais qui est propre peut-être à beaucoup d'entreprises, c'est que je perçois que avec le télétravail, ou en tout cas le mode hybride, parce que c'est essentiellement celui-là qui est convoqué par les organisations syndicales et puis par les organisations dans leur ensemble, c'est de dire que les lieux de travail deviennent des showrooms de notre manière de faire. Donc, on vient expliquer, par exemple, lors des appels d'offres à des prospects, comment on travaille. Et ça devient une espèce de vitrine. Le sujet, là, j'ai pas la réponse, c'est comment dans le temps ça va évoluer. C'est-à-dire que on voit bien qu'au travers de ce qu'on a partagé tous ensemble autour des actifs immatériels, il y a autre chose qui se noue et qui se joue dans la relation de travail, et que la proximité, elle peut pas être uniquement virtuelle, elle peut pas être uniquement dans la vitrine, elle peut pas être uniquement dans les réseaux ou la data. Et elle se joue aussi au travers d'une complicité physique. Nous sommes des animaux dont on a véritablement besoin. Vous touchez là un sujet complexe qui est ce que je pense être le lien entre la liberté individuelle de chacun et la responsabilité collective qu'on pourrait avoir pour une entreprise. Elle se décrète pas, vous nous l'avez dit. Là, toute l'idée, c'est comment faire pour la renforcer. On connaît cette thématique aujourd'hui avec la situation que l'on traverse. Et c'est vrai que j'avais pas pensé qu'on pouvait avoir cette même problématique au sein même de l'entreprise au regard de la crise que l'on traverse. Alors, on a bien compris sur cette notion de temps, en fait, et sur la notion d'espace, en fait. Qu'est-ce que la mobilisation des actifs immatériels révèle-t-elle de nouveau au niveau de l'articulation globale, locale pour Allianz? Alors sur l'aspect global local, j'ai envie de dire que ça n'a fait que s'accentuer. C'est-à-dire qu'on est depuis très longtemps une entreprise globale. Maintenant, sur les lignes de business, quand on articule
la valeur ajoutée de chaque ligne de business entre le global qui est, on va dire, décrété par la gouvernance du COMEX d'Allianz et l'application en local, mais qui prend forme au travers de tous les écosystèmes, que ce soit nos prestataires de services. Dans l'assistance, par exemple, on n'est rien sans nos prestataires de services. C'est-à-dire que si on n'a pas de véhicule de remplacement, la poursuite de la mobilité, pour tout un chacun que nous sommes, et on peut tomber en panne, même de scooter, c'est délicat. Parce que on n'a pas ça. Alors il faut les préserver, il faut y nourrir des actifs là aussi, il faut les enrichir sur leur capacité, leur data et leur IT, mais aussi savoir les préserver. On sait que les loueurs, par exemple, ont eu de grandes difficultés à traverser et ont vendu toute une partie de leur flotte pour être résilient. Christophe disait souvent cash is king, mais c'est vrai que quand on a la maîtrise de son destin d'un point de vue économique, c'est quand même plus simple. Pendant cette saison, là, la saison 2021 d'été, puisqu'on a une activité très saisonnière, évidemment, on leur a préloué, quel que soit le risque, tout un tas de véhicules à travers le territoire. Non pas uniquement pour servir nos bénéficiaires, mais parce que ça leur permettrait d'avoir un bol d'oxygène suffisamment, qui les aide à être résilients et à passer le creux de la vague. Donc, une articulation, certes, où des décisions centrales sont prises, une centralisation plus forte parce qu'on veut capitaliser sur le mode de gouvernance impulsé peut-être auparavant, mais accéléré par la crise, et en local, tout un tas que je vais appeler des PCA locaux, donc des plans de continuité d'activité, mais au-delà de ce qu'on peut aujourd'hui appeler un plan de continuité. C'est un plan de continuité tout à la fois sur les ressources humaines, sur le marketing, sur autrefois on ne parlait que de notre activité opérationnelle et de l'IT. Désormais, même en finance, on a un plan de continuité. Voilà. Donc c'est cette articulation-là qui se joue, et je pense que le chemin, en fait, pour y parvenir, il est presque plus important que la cible. Surtout dans un monde VUCA, comme je l'ai dit, où la cible, elle est mouvante. Donc, définir la cible, en France, on passe beaucoup de temps sur le diagnostic, très peu sur les solutions à apporter et les études d'impact, y compris les études de faisabilité humaine. Je prône pour qu'on investisse beaucoup sur le chemin, plus que la cible. Ça marche. Ce serait peut-être le mot de la conclusion. On laisse la parole, possiblement, s'il y a des questions dans la salle qui souhaitent être posées. Bonjour, Jean-Philippe Desmartins, Edmond de Rothschild. Merci pour ces témoignages très concrets. Alors, moi, je suis dans les immatériels depuis longtemps et souvent, quand j'aborde le sujet, moi, j'ai une casquette d'investisseur, on me dit, Jean-Philippe, c'est bien l'immatériel, mais moi, je suis dans le concret, je suis dans le matériel. Alors, vous avez donné des exemples très concrets, mais finalement, par rapport à cette question qui est souvent le premier projet qu'on a, est-ce que vous auriez un message à dire, finalement, il faut répondre par quoi? Ah, mes immatériels, c'est pas mon quotidien, moi, je suis dans le concret, désolé, je suis un rural, je suis un praticien, voilà. Merci, c'est un peu générique, mais on est encore dans l'enjeu de soutenir la cause. Merci. Je ne sais pas ce qu'il faudrait répondre à des investisseurs qui souhaiteraient investir sur du dur et pas sur de l'immatériel. Je pense que, je ne vais pas parler de L'Oréal, mais je pense que globalement, quand on regarde quand même la valorisation de la plupart des groupes, des entreprises, enfin voilà, toute la partie purement économique et les ratios de productivité, de performance, de rentabilité sont pas forcément les premiers facteurs qui sont valorisés. Donc voilà, et je pense qu'il y a des ratios d'ailleurs qui mesurent la déconnexion entre la valorisation économique tangible et celle immatérielle. Voilà. Et je crois, je suis même sûr, j'observe beaucoup mon patron qui est donc le directeur financier du groupe L'Oréal faire des interventions. Aujourd'hui, on parle évidemment de data,
de développement durable, de capital immatériel, de valeur, pratiquement autant, voire plus, dans toutes les conférences financières et dans tous les meetings avec les analystes que de ratios purement financiers. Donc, je crois que ça a déjà été pas mal perçu. Je suis désolé qu'il y ait encore peut-être des investisseurs qui soient accrochés sur ce type uniquement d'actifs matériels ou financiers. Juste pour rebondir sur la question et votre réponse, par rapport à cette situation de crise qui a vu votre chiffre d'affaires à peu près constant, si j'ai bien compris, et pour autant un cours de bourse qui a évolué à la hausse, oui. Comment vous communiquez en interne, comment vous expliquez ce gap au marché, a posteriori? Est-ce que vous le justifiez par justement des actifs immatériels que vous avez su capitaliser, créer, constituer durant cette période de crise? Oui, absolument. C'est tout à fait le contenu de nos messages, à la fois en interne et en externe par rapport à nos investisseurs, sur la résilience qu'on a eue en temps de crise grâce à nos valeurs, à des actifs immatériels, à la mobilisation de nos collaborateurs, à la croyance en nous de la part de notre écosystème, nos distributeurs, clients, mais évidemment consommateurs, à l'avantage compétitif qu'on donne à travers nos formulations. Donc c'est tous ces éléments-là évidemment qui sont, et surtout aujourd'hui, je le répète, sur des messages liés à des aspects plus de transformation et de vision autour de notre capacité à articuler la data et la partie RSE. Voilà. Y compris Sustainable Finance. Peut-être un petit complément de réponse. Pour une compagnie d'assurance comme la nôtre, notre capital d'investissement dans notre portefeuille est énormément impacté, je dirais, par la valeur RSE des sociétés dans lesquelles on investit. Donc, si on prend cette orientation de long terme dans l'actuariat, je ne pense pas que ce soit juste par une affaire de cœur. C'est aussi une affaire clairement financière. C'est aussi une affaire où aucun investisseur ne se trompe désormais. Et ça n'est pas faire injure aux autres actifs que de se dire que le pouvoir agir, c'est un peu comme en politique, il est dans les actifs immatériels. Et le changement climatique, la notion des grands risques, quand on assure du nucléaire, etc., ça n'est pas dans du tangible, c'est plutôt dans l'intangible et dans le pouvoir agir. Pauline Leclerc, présidente de Perles d'Histoire. On est une agence d'ingénierie historique et culturelle. Donc, notre métier est de valoriser le patrimoine. Et effectivement, en vous écoutant, et merci monsieur pour votre question sur la valorisation des entreprises et notamment au moment des cessions d'entreprises et des rachats d'entreprises. En tant qu'entrepreneur, j'essayais à maintes reprises d'aller voir les banques d'affaires en leur disant attention aux archives, attention aux collections, attention à la mémoire d'une entreprise au moment de sa cession, parce que c'est ça qui aussi participe à sa valeur. Et on m'a de maintes reprises retoqué, on a autre chose à faire, notre temps est compté, les data rooms sont pleines d'informations financières, on va pas commencer à se pencher sur les actifs patrimoniaux dont regorge l'INPI. Voilà, donc c'est effectivement un point, merci d'avoir posé la question, qui est encore en gestation, encore en maturation, et nous intervenons sur des cas où, après des cessions d'activité, en fait, les entreprises se retrouvent sans ce capital, parce que ce capital a été laissé aux mains des précédents propriétaires, et du coup, sans la capacité de valoriser la marque, sans la capacité de réveiller ses savoir-faire et tous ces actifs d'innovation qui ont pu, à un moment, ne pas répondre à un marché, mais qui pourraient être réactivés dans un autre contexte d'innovation et de marché. Et c'est effectivement des éléments sur lesquels le Placero travaille et qui participent à ce capital. Donc merci beaucoup pour cette table ronde. Et très bien accompagné. Alors, moi, je voulais pas poser une question, je voulais répondre au monsieur qui a posé sa première question sur... on nous dit qu'effectivement, l'immatériel, c'est bien, mais nous, on est dans l'opérationnel et dans le concret. Et c'est une phrase que j'entends souvent également quand je m'adresse à des potentiels clients. Et je voudrais vous répondre en prenant la phrase d'Alain Dinin de Nexity,
qui pour moi est un résumé entre ce qu'a dit Yves Noireau tout à l'heure sur le fait que l'immatériel c'est un projet, et sur ce que vous avez dit aussi, monsieur Pierre Barkny, quand vous disiez qu'on devait prêter attention au chemin. Et donc je vais vous lire la phrase parce que je trouve que c'est un bon résumé. Et il dit: notre raison d'être, c'est notre identité, mais c'est aussi notre projet. En donnant un cap commun à nos actions, elle mobilise les énergies et dessine un chemin de progrès partagé pour le développement de notre entreprise. C'est un véritable élan pour aller de l'avant. Et je trouve que c'est un très bon résumé avec les 2 tables rondes qu'on vient d'avoir ce matin. Écoutez, je vous remercie pour cette participation, vous toutes et tous, à cette table ronde riche d'enseignements, dans un contexte bien particulier, qui risque de s'installer. Et donc, cette transformation, quelque part, de l'entreprise risque de nous accompagner encore quelques années. Merci à vous 4. Bravo, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, il y a l'envers des coulisses, puisqu'il y a tout un groupe de travail qui s'est réuni en cours d'année, comme l'an dernier d'ailleurs, et on refera encore l'exercice l'an prochain. Et donc, merci aussi pour vos contributions, non seulement aujourd'hui, mais au cours de toute cette année qui vient de s'écouler, et celle à venir. Merci Pierre d'avoir accepté de reprendre cette animation.